Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, l'heure est grave, le décor est rouge, il va y avoir du sang, j'ai des comptes à régler avec le Bordelais. Premièrement, je ne connais pas le Bordelais personnellement, absolument pas, je n'ai même jamais parlé avec lui. La seule interaction que j'ai eue avec lui, c'est que j'ai mis un commentaire sur une de ses vidéos où je n'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait. Et du coup, il m'a répondu par une autre vidéo avec un autre joueur qui avait à peu près les mêmes interrogations que moi. Du coup, vu qu'il m'a cité dans sa vidéo et que je suis également créateur de contenu, je me suis dit que ça serait bien de lui répondre en vidéo également. La chose qu'il faut prendre en compte ici, c'est qu'on est tous les deux créateurs de contenu et forcément, on s'expose un petit peu à ce que les autres pourraient penser de ce que l'on dit. Le Bordelais ne fait pas exception et je ne fais pas exception non plus. Donc ici, nous ne partageons pas le même avis, donc peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Le Bordelais, la même manière, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Donc je vais faire comme ce que je disais sur la vidéo du Bordelais. Je vais juste vous exposer mon point de vue par rapport à tout ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien des deux vidéos du Bordelais en fait auxquelles je fais référence. Vous pourrez les trouver en dessous en commentaire. Bon, ok, je t'avoue, je suis un peu en semi-bluff puisque l'accroche est un peu trompeuse. Il n'est pas question du tout de faire un règlement de compte ou quoi que ce soit du genre. Premièrement, je ne connais pas le Bordelais personnellement. J'aime sa façon de penser de manière générale. C'est une vision du poker que globalement je partage. J'aime les valeurs qu'il transmet. J'ai aucune animosité vraiment envers le Bordelais. C'est également un bon joueur que je respecte. Il est aussi en fait à la tête d'une grosse structure qui est notre sœur, donc qui prime l'excellence. Donc forcément, il a une autorité beaucoup plus importante que moi sur le marché francophone. Et quand je dis le marché francophone, je dis le marché mondial, parce qu'au final, en fait, c'est pareil partout. Effectivement, voilà, moi je suis un joueur de l'ombre, donc quelque part je prends un peu des risques de m'attaquer entre parenthèses, parce que encore une fois de plus, je m'attaque pas. Le but c'est d'être bienveillant et de partager en fait mon point de vue. À part certainement l'apprentissage en fait sur le niveau technique, GTO, etc., où on a une approche complètement différente, où lui travaille beaucoup le GTO, moi j'ai travaillé les GTO pendant un moment un petit peu. J'ai arrêté parce que effectivement je ne trouve pas ça très pertinent pour les parties que je joue. Il faut savoir que je suis avant tout un joueur live, donc forcément ici je me présente sur un terrain glissant pour moi, puisque je suis joueur live et que le GTO, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc, je suis pas un expert du tout sur les solvers, etc. Le Bordelais est bien plus expert que moi. Ça, en fait, je le conçois totalement et je rends à César ce qui est à César. Mais j'ai l'impression, en fait, que même les experts des solvers, en général, justement, dans le coaching francophone, ne maîtrise pas toujours justement les outils et ce que le solveur est en train de dire. Et c'est justement là le problème pour moi, le plus gros problème des solvers, c'est la difficulté justement de tirer les informations et d'en tirer en fait quelque chose de très précis et de comprendre en fait justement à travers toute la complexité en fait qu'il y a derrière. Donc mon but aujourd'hui, voilà, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu tout ça et donc essayer de montrer la limite à ce processus de réflexion et au final qu'il ne faut pas gagner énormément de V. Donc voilà, maintenant une fois que le contexte est posé, je vous propose de regarder un petit peu ce que nous disait le Bordelais et puis je vais commenter en fait un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. C'est la première fois que j'essaie de faire ce type de vidéo, donc voilà, j'essaie de faire ça avec Zoom, d'enregistrer mon écran et de voir un petit peu comment ça se passe. Donc sur les prochaines vidéos, peut-être qu'il y aura des améliorations, mais pour le moment, on va faire comme ça. On va écouter ce que le Bordelais nous dit. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment choisir votre sizing en value en fonction de votre équité. C'est un concept qui n'est pas connu et je fais référence au message que j'ai reçu en commentaire sur ma vidéo YouTube partie 2 avec Olux de B Le Boulier qui me demande comment je fais pour savoir quel sizing je peux utiliser avec 10-10 qui a 70% d'équité dans un spot. Et au commentaire de Poker Pro Live qui est ci-dessous, je vous laisse le lire, mettre pause sur la vidéo et lire le commentaire pour comprendre le contexte. Le coup qui est en question, j'ai As-8 de trèfle, je décide de call en SB versus hijack, le board vient 9-8-5, mon adversaire fait un c-bet small, turn 5 de cœur, et mon adversaire décide de pot. Et le débat sur la vidéo, que je vous invite à aller voir, est est-ce que mon adversaire peut miser 10-10, valet-valet, dame-dame, ici, avec un sizing de pot? Et la réponse était non, parce qu'une main comme 10-10 et valet-valet ont 70% d'équité contre ma calling range. Alors là, déjà, j'arrête un petit moment.
puisqu'effectivement, ici, il y a déjà un petit lapsus, puisqu'effectivement, tu parles de 70% d'équité sur ta calling range. Or, ce n'est pas 70% d'équité sur ta calling range, mais c'est 70% d'équité sur ta range globale de défense. Donc justement, le principe aussi, c'était ça, c'était de faire le différentiel entre la calling range justement et la range globale. Donc il y a un petit lapsus, bon c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde, c'est pas très très important ça, mais tu vois ça c'est pareil, peut-être que moi je l'ai compris tout de suite, je sais pas si tout le monde a tout de suite vu ce dont tu voulais parler en fait de manière générale. La réponse de Poker Pro Live c'est: je ne comprends absolument pas le raisonnement qui peut être derrière, perso je suis super content de mettre pot avec overpair versus 6-6 ou 7-7. Alors, d'abord prenons pourquoi on choisit un sizing en value. Un deuxième arrêt, déjà je vais vous permettre de voir le passage exact justement où je fais mon commentaire et pourquoi je fais ce commentaire là. Je reviens vers vous pour vous expliquer tout ça. Ah tu vois c'est close hein. Genre 10-10, c'est à 69, tu vois sans cœur, c'est à 69.9. Donc du coup 69.9 il peut même pas miser 66% du pot. Il va se value cut. Fais voir Assas genre, sans cœur. Tu vois Assas sans cœur c'est à 73. Il peut pas pot une overpair dans ce spot. Ça suffit, tu vois. Parce que mine de rien, quand t'as 6-6-7-7 avec un cœur, bah, tu prends une tonne d'équité à ces mains-là, quoi. Donc, ils peuvent pas avoir tant d'équité que ça. Du coup, c'est pas un size qu'il est censé utiliser. Voilà, donc vous voyez en fait dans le passage qu'on vient de voir, c'est juste ce passage-là où il dit en fait que on se value cut 6 versus 6-6-7-7. Je pense qu'il parlait de manière générale, et moi je vais être très sincère avec vous, c'est que j'étais fatigué en fait à ce moment-là, ça faisait plus de 24 heures, j'avais un peu la tête dans le cul pour être grossier. Et du coup, ben, c'est vrai que j'ai mal interprété ce qu'il disait. Je trouve également en fait que c'était pas très très clair dans son explication, pour être sincère, le bordelais, j'ai pas tout compris. D'ailleurs, je suis pas le seul dans ce cas, hein, j'imagine. Et le souci, oui, c'est que j'ai vraiment en fait ciblé à ce moment-là la main 6-6-7-7 quand il a commencé à parler de value cut, et je comprenais pas. Et effectivement, oui, c'était assez logique au final si on y réfléchit a posteriori et qu'on réfléchit un peu, qui parlait plutôt de la range de call. Donc, ce qui change rien en fait au problème. Hein. Vous verrez en fait un peu plus tard, ça change rien à mon raisonnement. Mais voilà, c'était pour un petit peu éclaircir les choses par rapport à moi, ma vision sur le moment. On continue. Je vous ai sélectionné un spot très simple. Valet 10-3, bouton versus big blind. On s'ébête un tiers, mon adversaire colle et j'arrive à la turn et je choisis mon sizing de value. Ici, on voit que le sizing de value, c'est 2x pot ou 125%. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'équité de ma value range, on voit que ça a 86, 84, 85% d'équité. Avec ce sizing-là, je vais générer de l'argent et utiliser un sizing overbet. Pourquoi? J'ai un tableau ici qui m'explique, en fonction du sizing que j'utilise, l'équité minimale que je dois avoir pour générer de la value. Et ce calcul, il est assez simple. Humainement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut battre 50% de la calling range de mon adversaire. C'est-à-dire que quand vous injectez de l'argent dans un coup, il faut que vous gagnez plus de 50% du temps pour générer de la value. C'est assez évident que vous misez 10 blindes ici. Il faut que plus d'une fois sur deux, vous ayez 10 blindes qui reviennent. Parce que si vous gagnez moins de 50% du temps, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent à miser en value plutôt qu'à checker. Ok, on va s'arrêter là déjà. C'est effectivement, il y a plein de choses à dire sur tout ce que tu viens d'expliquer. Alors, ici, tu prends un autre spot. C'est-à-dire que le spot est complètement différent par rapport à celui où il y a 7, 7, 8. En fait, il y a la couleur, le 5, 5, 8, 9, c'est ça, 5, 8, 9 avec deux cœurs et puis où on dit qu'on a paire de 10. Le spot est complètement différent parce que déjà, je sais plus la dernière fois s'il était au low jack il me semble, et puis que toi tu étais en small blind. Donc déjà en termes de range, on n'est plus du tout dans les mêmes ranges que effectivement une confrontation bouton vs big blind où les ranges sont beaucoup plus larges. Donc forcément plus la range elle est large, plus effectivement sur les ranges de value dès lors que tu touches, eh ben tu as beaucoup plus d'équité, c'est normal puisque plus la range est large en face, moins il y a de chances en fait qu'il ait touché des jeux forts sur la globalité de sa range. Donc effectivement tu vas te retrouver beaucoup plus souvent avec des ranges, enfin avec une équité sur la range de call qui va être supérieure à 70%. Donc déjà là, en fait, tu vois, ça me gêne que tu changes en fait le spot. Et là, le problème, c'est que le grand public va pas forcément voir le différentiel. Et du coup, ils vont pas voir que ces spots-là, au final, ils auront lieu que sur des confrontations, justement, la plupart du temps, en fin de position, VS, en fait, les blindes, quoi. Parce que
de manière générale quand même pour être à 86%, 90% en fait d'équité sur la range globale, il faut quand même que les ranges soient sacrément larges en face, quoi. Après, l'autre aspect, c'est le côté mathématique, où là, effectivement, tu mets des choses en avant qui sont pas totalement exactes à mon sens. Si tu le permets, je vais essayer en fait j'ai fait un petit slide rapide pour essayer en fait de mieux comprendre et de permettre aux gens de mieux comprendre le processus. Donc en gros ici, bien sûr, on se met dans la peau de l'agresseur, donc on se met dans la peau de la personne qui bête le pot, donc qui va bet 10 big blinds dans un pot de 10 big blinds. Donc on bête le pot et toi ce que tu dis, c'est que quand on bête 10, quand l'autre personne paye 10, bien évidemment, il faut qu'on gagne le coup plus de 50% du temps pour qu'on puisse en fait gagner de l'argent. En effet, pour gagner de l'argent, il faut gagner plus souvent 10 que les perdre. C'est une évidence limpide. Bon, là du coup je spoil un peu par rapport à la suite de la vidéo, puisque dans la suite de la vidéo tu vas parler de la range de call, effectivement quand on a 70% d'équité sur la range globale de défense, mais par contre ce qui est important de prendre en considération c'est ce qu'on appelle la range de call, donc les mains justement qui vont nous coller, parce qu'effectivement il y a toute une partie des mains que notre adversaire a qui va folder. Donc là, dans la range de call, ce que toi en fait tu as défini comme range de call avec laquelle tu pourrais coller 10 big blind, il y a des mains qui te battent, mais il y a des mains aussi que tu bats. Et en termes d'équité, donc on est en termes d'équité, donc de chance de gagner le coup, nous, notre paire de 10, au final, elle ne se retrouve pas favorite, puisqu'elle a 49% seulement d'équité, contre 51% d'équité sur toi, ta range de call. Donc on serait effectivement dans un coup où on serait perdant par rapport à ça. Donc les calculs de V, tout simplement, on va le voir, il est assez simple. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez faire même vous-même, bien évidemment. La récompense, en gros, c'est le montant de la récompense que vous allez avoir multiplié par le pourcentage de fois où vous allez gagner le coup, moins le montant du risque que vous allez prendre multiplié par le pourcentage de fois où vous allez perdre. D'accord? Dans les mathématiques, donc là, qu'on a en fait à notre disposition, c'est qu'on va bet 10, qu'on va multiplier par 49% du temps, puisque nous n'avons que 49% de chance de gagner ce coup, moins les 10 donc, que notre adversaire va injecter, multiplié par 51%, puisqu'effectivement, lui, il est favori par rapport à nous, et il gagne 51%, ce qui fait que quand on va bet 10, à chaque fois, grosso modo, on va gagner 4,9 big blind quand on va gagner, d'accord? Parce que 49%, c'est à peu près la moitié de 10, d'accord? Donc 5, donc voilà, ça fait 4,9, moins 5,1 quand on va perdre. C'est-à-dire que quand on va gagner, on va prendre 4,9 big blind, mais quand on va perdre, on va en perdre 5,1. Donc effectivement, le Bordelais a tout à fait raison. C'est quelque chose qui est perdant quand on voit en fait les choses comme ça, puisqu'on perd moins 0,2 big blind. Donc là, concrètement, tu nous expliques effectivement qu'il faut gagner plus de 50% du temps le coup pour être justement positif, puisque quand on bet 10, on a envie de récupérer plus souvent les 10 adverses pour être gagnant. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je vais t'en parler tout à l'heure. Je vais te laisser continuer justement pour qu'on ait à peu près toutes les données justement et que je te donne mon avis mathématique sur ce que tu es en train de nous dire. Et donc on a un repère ici qui est GTO. Humainement, ce qu'on va faire, c'est il faut battre 50% de la calling range. Quand vous injectez de l'argent, il faut que vous ayez un retour sur investissement qui soit de plus de 50% du temps. Ok? Donc, et c'est là justement, tu vois, sur ce point précis que mon avis diffère, puisque là tu parles là tu parles de retour sur investissement. Donc là c'est différent, c'est vraiment en fait un calcul 2V clair, précis, net. D'accord? On va continuer, je vais te laisser peaufiner, mais rappelle-toi, voilà, c'est moi ce problème, c'est ce que tu émets là maintenant. Retour sur investissement. Ok. Donc ici, sur Valet 10 3 2, on va pouvoir faire overbet. Par contre, si la turn c'est un 7 de cœur, qu'est-ce qui va se passer? Dans la range de big blind, il va y avoir des 8 et 9 off, des flush, des 10 et 7, des valets 7 qui rentrent. Et donc le sizing qu'on va utiliser va être plus petit, de manière assez logique, parce que les mains qu'on va vouloir value bet, comme Dame Valet, Roi Valet, As Valet, ont moins d'équité. On va voir que c'est des mains qui ont 70% d'équité, Valet 9 à 71% d'équité. Donc en gros, on se retrouve avec 70% d'équité. Quand on regarde mon tableau, pour pouvoir générer de la value, on va utiliser un sizing autour de 70% du pot. Et c'est ce que fait le solver en descendant son sizing
à 8. Là, je mets une petite pause également. On regarde bien, en fait, effectivement, le solver, etc. Tu parles de 70% du pot. D'ailleurs, tu vas pas donner le montant de 70%, tu vas dire 8,4. Mais si tu regardes bien, ici, il fait pas 70% du pot, le solver. En fait, il fait 83%. Donc déjà, c'est un peu différent. Et encore une fois de plus, là, on est dans une configuration à 70% où on se retrouve dans la même configuration que le spot où on était tout à l'heure avec la paire de 10. Et je crois que dans la paire de 10, en fait, il fait également à 30% du temps à peu près, il me semble, 83%. Donc là déjà, juste sur l'explication que tu donnes globale, moi ce qui me gêne en fait par rapport au solver, c'est que si on part du principe, on a déjà un indice ici, hein, si on part déjà du principe que si jamais on a moins de 50% d'équité, ok, parce que effectivement s'il a 70% sur la range globale, on doit être à peu près aussi aux alentours des 50% sur la range de call, parce qu'effectivement c'est pour ça qu'on doit baisser un petit peu le taux, donc on doit être à peu près sur les mêmes statistiques. Imaginons qu'on est à peu près sur les mêmes ranges à peu près en fait d'équité. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure sur le coup précis où on a la paire de 10 avec le flop 8, 9, 5, 5 avec la couleur qui est sortie. Le solver, malgré tout, il bet. C'est-à-dire qu'il va checker ici, même ici, en fait, si on est à 50%, il check que 40... combien on a ici 5, il check 58% du temps. Mais je crois que sur l'autre coup où on était, où en fait qu'on parlait avec la paire de 10, je crois qu'il check que 46% du temps. C'est-à-dire qu'il y a 54% du temps où malgré qu'on soit derrière, puisque là en fait on est vraiment derrière à ce moment-là, puisque tu as calculé l'équité qu'on va voir un petit peu tout à l'heure sur la range de call, même en étant derrière, le solver lui il bête quand même. Et il bête pas la majeure partie du temps, il bête un tiers du temps quand même, il bête un tiers du temps à 83%. Il ne bête pas en fait à 60%, 50%, 40%. Et dans ce que tu expliques, c'est que effectivement, quand on a une équité qui est moindre par rapport à la range de call, quand on injecte de l'argent, il faut gagner plus de 50% du temps parce que sinon on perd de l'argent. Et malgré ça, le solver le fait. Et ce qu'il faut comprendre en fait là-dedans, c'est que ça soit 83%, que ça soit 100%, que ça soit 2% du pot, du moment qu'on a une équité qui est plus faible, on est censé perdre de l'argent, peu importe le montant. C'est-à-dire que là, c'est pas le sizing, en théorie, qui va faire que on va changer vraiment le truc. Entre parenthèses, parce que effectivement, ce que je comprends bien, et je vais le dire un petit peu plus tard aussi, où je te donne raison, c'est qu'on élargit effectivement la range de call, où là, effectivement, tu gagnes l'équité, je t'expliquerai un peu plus tard. Donc si le solver le fait, c'est qu'il a une raison de le faire, forcément, et que c'est pas forcément perdant. Sinon, il est censé être à peu près équilibré, il est censé en fait avoir la meilleure stratégie, non seulement par rapport au range, mais également sur le côté mathématique et sur le côté de levée. En théorie, c'est que c'est OK. Et si tu te rappelles bien, là, le truc, moi, ce qui m'avait vraiment interpellé au départ, c'était cette notion de 66% du pot qu'il ne faut pas surpasser, parce que sinon, en fait, derrière, tu vas le cut. On voit bien que lui, le solver, il fait aussi des bets qui sont plus chères. À 8.4 dans ce spot. Si on revient à notre coup, ici, quand Poker Pro Live me dit, moi, je veux miser pot avec mes overpairs versus 6-6-7-7. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ici, j'ai pas 6-6-7-7. J'ai des flushs, j'ai Roi 5 suit, As 5 suit, 4 5 suit, 5 6 suit, donc j'ai des brelans. J'ai encore des straight, des mains comme 6 et 7 suit qui peuvent avoir call, et puis j'ai des mains comme As Valet avec l'As de cœur, As Dame avec l'As de cœur, qui ont beaucoup d'équité contre la value de vilain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Power Equilab, j'ai noté la range qui arrive, la calling range, c'est-à-dire que quand il pote, voilà les mains que je vais call contre son pote. Donc je vais call des mains comme As 9, j'ai tous mes 5x suit, j'ai des 8 et 9, des 9 et 7, 7, 7, 6, 6 avec un cœur. Mes mains comme As, Dame, As Valet, As 10, Roi Dame avec un cœur. Et quand je regarde l'équité que j'ai contre cette range-là, en fait, 10-10 à 49% d'équité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites pot, en fait, 49% du temps, vous allez gagner 10, et 51% du temps, vous allez perdre 10.
C'est assez simple de faire un calcul de V. C'est pas une question de solver, c'est un calcul de V. 51% du temps, vous perdez 10. 49% du temps, vous gagnez 10. Ça veut dire que vous allez perdre de l'argent, amis et potes, avec 10-10. C'est assez simple. Et là, en fait, voilà, c'est ici vraiment où ça me pose un très gros problème dans ce que tu expliques. C'est-à-dire que là, en fait, tu nous expliques que on va perdre de l'argent, et c'est tes mots, on va perdre de l'argent à bet 10 big blind ici avec 10-10, parce qu'on a une équité qui est moindre. Et c'est là, en fait, où je suis un peu surpris, honnêtement, déjà, ça c'est le premier point, je suis un peu surpris que tu puisses dire ça, parce que moi, ce que je vois, en fait, là-dedans, c'est que il y a une sorte d'amalgame qui se fait entre l'équité et le V. Et c'est quand même deux choses qui sont différentes. Alors, bien évidemment, on a besoin de connaître l'équité pour en fait calculer le V. Mais là, il y a une métrique que dès le départ, tu ne prends pas en compte. Et voilà, je te propose en fait de voir ça sur une slide encore une fois de plus. Ça sera plus simple. Donc on revient sur le coup en fait de base. Effectivement, donc on se remet dans la position du bet, enfin de l'agresseur. On bet 10 et donc la calling range nous collera 10. Donc on part du principe effectivement que la calling range, elle va nous coller 100% du temps, puisqu'on a mis le montant, peu importe, là on a mis le montant pot. La calling range qui est émise par le Bordelais nous dit que c'est cette range-là qui nous colle. Donc la range, on l'a dit, on l'a vu là à l'instant, il a un avantage d'équité puisqu'il va gagner 51% du temps, et moi je vais gagner que 49% du temps. Donc l'idée en fait qui est soumise ici, c'est que dès lors qu'on va bet en fait le pot, on va perdre de l'argent. Et effectivement, encore une fois de plus, si on prend ces métriques-là, on perd de l'argent. Le souci, c'est qu'il y a un truc que tu ne prends pas en compte, c'est que quand on bet pot, eh ben, il y a un pot, il y a un pot. Donc effectivement, là quand on parle d'un calcul de V, d'accord, forcément, on ne laisse pas le pot en pot neutre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le calcul de V. On ne perd pas d'argent, puisque effectivement, ici concrètement, tu dis qu'il faut gagner 50% du temps. Le truc, c'est que nous, on risque 10 en bettant 10, mais la récompense, donc ce qu'on va gagner, c'est les 10 de l'adversaire qui va nous payer avec sa calling range, mais également les 10 qui font partie du pot. Donc, on ne va pas risquer 10 pour 10, mais on va risquer 10 pour 20. Et là, ça change tout, parce que du coup, on se retrouve à risquer 1 pour 2. Donc, en termes de risque-récompense, on est sur 1 pour 2. Donc, on part justement sur une cote qu'il nous faut une cote de 2 contre 1 pour que ça soit rentable. Une cote de 2 contre 1, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne 33% du temps, puisque la fois où on va perdre va compenser les deux fois où nous allons... la fois où on va gagner, pardon, va compenser les deux fois où nous allons perdre. Donc, c'est pas 50% du temps qu'il faut, mais que 33% du temps. Et en termes de mathématiques, donc, on reprend les éléments que nous avions vus initialement, donc toujours avec ce même calcul, le calcul de la récompense, du montant de la récompense, pardon, multiplié par le pourcentage de fois où vous gagnez, moins amputé donc du risque que vous allez prendre, du montant du risque que vous allez prendre, multiplié par le pourcentage de fois où vous allez perdre. Et ici, en fait, en termes de V, donc on se retrouve toujours sur les mêmes choses, donc sur 10 plus 10, ce coup-ci, par contre, multiplié par 49%, puisque les 10, on prend en considération les 10 du paiement de la calling range, plus le pot, moins les 10 qu'on a, nous, injectés de nous-mêmes, donc pour notre agression. Et là, donc, on se retrouve avec une EV donc, de 20 fois 49%, moins 10 fois 51%, ce qui nous fait 9,8 big blind, moins 5,1 big blind. Et en termes de V, donc, c'est un coût qui est gagnant à 4,7 BB. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous bettez pot ici, dire que vous perdez de l'argent, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que on perd peut-être, en fait, on a en fait un désavantage d'équité. Ça, certes, ok, mais c'est pas parce qu'on a un désavantage d'équité que c'est perdant de bet. Sinon, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne bette jamais sur les tirages, on ne bette jamais en fait quand on est derrière, ça sert à rien, quoi. Parce que là, en gros, le fait qu'on puisse prendre le pot et qu'en fait, il y a déjà en fait un pot forcément, le risque, il n'est pas de 10 pour 10, comme tu le dis et que tu l'as répété, je sais pas combien de fois, mais il est de 10 pour 20. Et moi, c'est ce qui me pose le plus de problèmes ici. Et là, tu vois, au départ, c'est correct ce que tu dis, parce que effectivement, tu faisais le lien entre l'équité et donc le fait de le différentiel en fait entre miser, faire un bet, et en étant derrière en équité, donc effectivement de perdre de l'argent par rapport à un check. Mais là, tu parles carrément en fait que le coup est perdant, qu'on perd de l'argent en fait à faire ça. Là, je tiens à rectifier en fait justement ça, parce que
Le souci que j'ai, c'est pas par rapport à toi, ou peut-être que tu vois, dans ta manière d'expliquer, tout est à peu près clair dans ta tête, etc. Mais le souci, c'est que tu as un message qui est à véhiculer, tu es l'émetteur, mais le récepteur, donc qui sont les gens qui te regardent. Et je t'avoue que même moi, qui suis joueur professionnel depuis 14 ans et en plus coach, j'ai eu du mal à suivre exactement, tu vois, en fait, où toi, tu te situes par rapport à ta compréhension en fait du mécanisme, honnêtement. Maintenant, il y a ton autorité qui parle pour toi, donc effectivement, je me dis bon, à un moment donné, en fait, le mec quand même, il est chez Nutzer, il coach en fait des grands noms, des machins, etc., des bons joueurs. Il doit quand même savoir ce que c'est qu'en fait un calcul de V, il doit savoir en fait le faire correctement. Donc, tu vois, je te remets pas en doute le fait que tu saches pas faire un calcul de V correct. Mais dans ta manière d'appréhender en fait et d'expliquer les choses aux gens, le problème c'est que tu véhicules une image qui est fausse. C'est-à-dire que, imagine en fait dans la tête du joueur moyen qui en fait arrive et qui t'entend là sur le coup, du coup il va se dire là je suis derrière, j'ai pas en fait c'est 70% d'équité sur la calling range, etc. Du coup en fait c'est mieux de check. Et du coup toutes les mains qui nécessitent un peu de value protection, et en fait du coup il les check beaucoup plus. Parce que il va se dire que c'est perdant de faire ça. Or, tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a pas que ce facteur qui est en ligne de compte qu'il faut prendre en ligne de compte, il y a aussi la fold equity qui est intéressante. Il y a l'aspect, tu vois, là on parle de bet pot, c'est aussi l'aspect de mettre un petit peu notre adversaire dans une situation un petit peu difficile, ce qui en fait, le but c'est en fait de le mettre dans des positions aussi inconfortables. Et le fait de mettre des potes, c'est un peu plus inconfortable effectivement que faire un moitié pote ou quoi que ce soit quoi d'ailleurs, ou un tiers ou voilà quoi, où on le met dans une situation beaucoup plus facile. Et là le problème c'est que en mettant cette image justement de bête perdant, les joueurs seront moins enclins justement à bet un peu plus régulièrement. Parce qu'au final, comme je te l'ai dit, là l'exemple que tu m'as donné en amont, justement, où tu rechanges en fait ton exemple bouton vs big blind, effectivement c'est un exemple plus parlant, mais encore une fois de plus, c'est que la range elle est beaucoup plus large. Donc ça veut dire que dès lors qu'on se retrouve dans des spots où on se retrouve contre des ranges qui sont un peu plus serrés, etc., par exemple UTG plus 1, etc., là c'est un peu plus compliqué en termes d'équité, justement en termes de range de call. Et tu te retrouveras jamais avec des équités pareilles, quoi. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se retrouve dans l'obligation de checker à chaque fois parce qu'on n'a pas suffisamment d'équité ou quoi que ce soit. C'est là où le principe, le sens, en fait, tu vois, j'ai du mal en fait à le saisir concrètement. C'est là où dans ta manière d'expliquer, je pense que ça rend la chose un peu brouillon et je pense que une majorité des joueurs ont du mal à percevoir justement, tu vois, l'utilité. Alors, j'essaie justement d'aller un peu plus en compréhension sur ce que tu essaies d'expliquer, etc. Encore une fois plus, je le découvre. Donc, effectivement, je l'ai peut-être pas tout saisi encore. Donc, en fait, tu vas en cas où me corriger si jamais je fais une erreur par rapport à ça. Là, j'ai pris le cas où tu préconises plutôt un bet de 2 tiers du pot, par exemple 70%. Donc 70%, là si on bet, effectivement, je vous mets le calcul, c'est en fait à peu près pareil. Là vous voyez en fait que sur la droite en termes de risque, on n'a plus 10 fois 51%, mais 7 fois 51%, puisque le bet est de 7 big blind si on met 70%. Et là effectivement, on se retrouve sur une EV de 4,76 big blind. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par rapport au fait que si on met 70%, on va gagner un petit peu plus d'argent, de V. Donc on se retrouve à 4,76 big blind au mieux de 4,70 big blind si on aurait mis pot. Alors là, le truc qui nous saute aux yeux, c'est que tu vois, ton EV supplémentaire, elle est complètement ridicule, quoi. C'est qu'on gagne 0,6 big blind. Non, pas 0,6 d'ailleurs, 0,06 big blind. Donc on gagne que 0,06 big blind à faire un bet à 70% au mieux de 100%. Est-ce que vraiment c'est très très grave? Personnellement, non. Tu vois, là-dessus, on voit que ça change strictement rien en termes d'EV. D'accord, 0,06 big blind, ça change rien. Par contre, tu vois, où tu as raison, et raison partiellement, j'ai envie de te dire, parce que je vais en fait peaufiner mon raisonnement, c'est qu'effectivement, ça peut ouvrir un peu plus la range de call. Et c'est là où, justement, le principe, j'imagine, est déterminant. Parce qu'au lieu, effectivement, où là, en fait, à pot, on va avoir peut-être un peu moins de mains qui vont nous coller. Et encore une fois de plus, franchement, en termes d'ouverture de range de call, je suis pas sûr qu'elle soit si grande que ça.
Donc voilà, en gros, du coup, je suis pas sûr que ça grossisse tellement. Mais mettons un exemple en avant où effectivement ça peut augmenter. Ah oui, avant ça, c'est vrai que j'avais fait aussi le truc, parce que je t'avais dit que le solver, lui, mettait pas 70%, il mettait pas 100% non plus. En gros, il se mettait entre nous deux et il se mettait à 8,3 big blind. D'accord? Et donc lui, il va générer 4,74 big blind. Donc il est aussi entre nous deux. Moi, je suis à 4,70. Toi, tu es à 4,76 en fait avec ton bet 70%. Encore quand je dis moi, c'est quand je dis en fait, tu vois, je bête pas nécessairement pote non plus. Là, encore une fois de plus, quand je répondais à ta vidéo, je faisais en fait relation à 6,677, j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez et j'ai envoyé par rapport à ça où je comprenais pas parce qu'effectivement l'équité que j'avais en fait face à 6,677, je crois que quand tu perds de 10, ça doit être aux alentours des... on ne doit pas être loin des 80%, j'imagine. Donc on doit être à 78%, je pense, 76, entre 76 et 80%. Bref, on ne va pas chipoter. Et du coup, bien évidemment, moi aussi, c'est pareil. Si je fais en fait que je réfléchis par rapport à la range de call, je vais souvent mixer, mais je vais surtout m'adapter au profil adverse. Donc ici, on était à 4, voilà. Donc le solver à peu près entre nous deux. Là, ce que je voulais dire, c'est que on part du principe, donc dans ce que tu veux expliquer, c'est que effectivement, si on met des bêtes un peu plus petits, on peut ouvrir un peu la range de call. Ce qui va faire que si on ouvre la range de call, notre équité donc, va s'améliorer par rapport en fait à la range de call. C'est-à-dire que ici, vous voyez, je vous ai mis l'exemple, si on met 7 par exemple et qu'on estime effectivement que ça nous fait ouvrir la range de call adverse, et donc il va payer avec une range un peu plus large et un peu plus faible, au mieux d'être à 49% d'équité, sur le coup, peut-être qu'on va passer à 55%. On va peut-être gagner 6% donc d'équité sur la range de call. Et là, ça peut être intéressant, effectivement. Et je pense que, tu vois, ton message, il est plus porté là-dessus. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je le comprends. Tu pourras me dire si je me trompe ou pas. Mais je pense que, justement, ce principe et ce tableau, il va nous permettre plutôt d'arriver à ça. Donc là, j'essaie de mettre un petit peu, tu vois, des métriques en place justement pour mieux comprendre la chose. Et effectivement, donc si on commence à bet 10 plus 7, donc parce qu'on est toujours là en range 2V à prendre le pot en considération, on se retrouve donc à gagner 6,2 big blind. C'est-à-dire que là, le différentiel commence à être un peu plus intéressant puisqu'on gagne 1,5 big blind supplémentaire. On n'est plus sur des micro EV, en fait, 0,06 big blind, ça sert à rien. Là, effectivement, on peut gagner donc 1,5 big blind. Le souci, c'est que tu vois, dire que effectivement c'est plus rentable ou pas, parce qu'en fait on peut ouvrir en fait effectivement un peu plus de call, de machin, etc. Moi, je pars aussi du principe que même en fait une range qui n'est qu'à 25% par exemple, où il a que 25% d'équité et que je fais folder, c'est tout de suite 25% du pot qui théoriquement lui est attribué en fait de manière fictive. Donc en gros en fait il va le gagner quand même quand il a 25% une fois sur 4. Donc quand je lui fais folder en fait son équité, je suis content. 25% en fait du pot, ça représente quand même 2,5 big blind en fait s'il y a 10 big blind au milieu. Donc au final, quand je vais le faire folder, je vais gagner 2,5 big blind direct par rapport en fait à lever que je lui enlève. Donc là, toi, quand tu vas te faire payer un peu plus, tu vas laisser aussi des chances en fait lui-même d'améliorer, etc. Tu vas peut-être gagner 1,5 big blind d'average aussi. Mais moi, en fait, j'aurais gagné déjà 2,5 aussi en faisant folder. Donc, c'est là où la fold equity, tu vois, là aussi son importance. Et que avoir en fait que prendre le prisme sur le côté où je vais en fait me faire un peu plus call, etc. et tout, c'est qu'une partie de l'équation. Et donc bien évidemment, on essaie de simplifier un maximum. Il y a encore en fait, en plus, si on doit prendre les autres considérations, c'est des considérations techniques qu'il y a derrière où les personnes vont améliorer, où là on était déjà en train de se value cut peut-être, comme tu dis, on a des ranges en fait qui sont fortes. Donc il y a aussi en fait le phénomène d'esper à côté qui va faire que plus on va mettre d'argent dans le pot, plus le esper va se repetitier. Encore qu'ici on est à plus en big blind, donc c'est pas très très important, ça se joue pas en fait à 3 big blind. C'est pas suffisamment conséquent pour être vraiment primordial. Donc voilà, en gros, encore une fois plus, je te remercie justement pour partager ce tableau et tout. Effectivement, ça peut amener à plus de V, ça peut amener à plus de value, je suis d'accord avec ça, d'une certaine manière. Le souci, c'est sa mise aussi en application. La mise en application va être hyper délicate, quoi. Tu te rends compte ? Il y a quelque chose qui me marque, moi, quand je regarde les vidéos des joueurs pros, des coachs, etc., qui montrent un petit peu les spots en GTO, etc., qui montrent en fait le solver.
C'est que quand tu regardes plusieurs vidéos de ces joueurs, souvent en fait in-game, etc., ils n'ont pas de données précises à donner, ils savent pas exactement toujours les pourcentages, etc. Pourtant ils en bouffent, quoi, tu vois. C'est que ça soit toi, que ça soit en fait d'autres joueurs, hein, le truc, c'est que vous bouffez quand même en fait du solver. Le souci, c'est que vous prenez les informations, vous avez toute une multitude d'informations en fait qui viennent à votre esprit, mais j'ai l'impression que souvent ces informations restent un petit peu dans la mémoire de travail, donc la mémoire un peu court terme, et qu'ils ne s'inscrivent pas en fait justement dans la mémoire long terme. Puisque quand on vous écoute en fait in-game, etc., dans des spots, etc., ben vous êtes toujours dans l'obligation sur des spots en plus parfois que j'ai l'impression qu'ils sont un peu récurrents, où on a l'impression que vous ayez toujours besoin de recommencer et d'aller vérifier. Pourquoi ? Parce que l'information elle n'est pas ancrée. Donc tu t'imagines bien que si jamais en fait dans des spots et qu'on doit calculer en fait la range de call, etc., et de calculer l'équité de chaque main, tiens, bah, quelle équité en fait je dois avoir, est-ce que j'ai 90%, est-ce que j'ai 85%, est-ce que 70%, 50%, enfin t'imagines en fait comment c'est impossible à faire in-game, c'est juste impossible en fait à pratiquer ça. Donc comment tu mets ça en place concrètement? Je vois pas comment tu peux faire. Honnêtement, je vois pas. Et du coup, tu vois, en plus, je pense que cette méthodologie, elle est assez intéressante, plus sur le côté également, sur l'aspect, ok, plus j'ai une équité qui est importante, plus effectivement je peux mettre une grosse part de mon tapis, mettre au milieu, parce que j'ai envie de faire en fait une value maximum. Mais tout ça, au final, c'est assez intuitif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des solvers et tout ça pour nous expliquer ça. Tu vois bien que la plupart des joueurs, effectivement, quand on a une grosse main, et même les joueurs débutants ou les joueurs en fait qui sont amateurs, etc., vont essayer de mettre le plus d'argent possible au milieu dès lors qu'ils ont un jeu fort. Donc ça, au final, tu vois, je pense pas qu'on ait besoin d'un solver pour comprendre ça. Et le solver, en fait, je pense que c'est aussi ce qui met en avant, c'est que vas-y, tu peux y aller. En fait, de toute façon, tu peux mettre en fait 2 fois le pot, tu peux mettre le truc parce que tu es assez safe en termes d'équité globale en fait sur la range globale de ton adversaire. Et ça, quand tu as une compréhension globale du jeu, honnêtement, bah, je pense pas qu'on ait besoin du solver pour nous expliquer ça. Déjà, ça c'est le premier point. Mais l'autre élément également en fait où ton système il est plutôt difficile à mettre en place par rapport à connaître à chaque fois en fait le lot d'informations qu'il faut pour connaître à chaque fois l'équité qu'on a par rapport à la calling range, c'est tout simplement que je pense que intuitivement on peut aussi prendre d'autres éléments en compte. C'est-à-dire que pour moi le profiling, tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important à mon sens et où tu peux mettre plus facilement en place des choses. Tout simplement, si en fait ton adversaire il est plutôt optimiste ou pessimiste, bah effectivement, plus en fait le mec il va être Colic Station, etc., plus tu vas pouvoir mettre des sizings qui sont hauts, et où là effectivement tu as plus de chances de te faire call. Et à l'inverse, plus le mec il est un petit peu pessimiste et il fold facilement, plus tu as envie de lui mettre des sizings bas. Donc ça, encore une fois de plus, c'est quelque chose qui peut être intuitif juste avec le profiling. Même de la même manière que si le mec il est un peu piégeur, etc., et qu'il va beaucoup slow play, forcément t'as pas besoin de mettre des gros sizing parce que tu sais qu'il slow play, donc en fait c'est son style de jeu. Donc au contraire, tu vas le punir, tu vas mettre des petits sizing et tu vas en fait avoir tes informations assez rapidement dès lors qu'il va check raise, etc. Et encore une fois de plus, tout ça, ça se fait quand même de manière assez intuitive. Mais surtout, à mon sens, ça se fait aussi beaucoup plus facilement, d'ailleurs au fait que ça développe ta compréhension du jeu et globale, et ça permet... c'est aussi beaucoup plus facilement transférable aux joueurs moyens, etc., à leur donner une méthodologie de compréhension des mécanismes, du metagame, etc. C'est 3 fois plus simple pour un joueur amateur d'arriver en fait à un vrai résultat passant par là que passant par, ok, là regarde en fait ton EV, ton machin, etc. Est-ce que tu as 70%, 90% par rapport à la calling range, j'ai même pas les mots en fait, tu vois, c'est le casse-tête chinois, quoi. C'est un truc de fou. Donc moi j'aimerais, si je me trompe, que tu as une méthodologie simple à nous expliquer comment tu mets ça en place in-game, parce qu'en fait on s'en fout, à la limite, tu vois, là tu peux faire quelques petites vérifications, machin, etc. Derrière, quand tu réfléchis en fait au coup, si tu étais devant, si tu étais derrière, de calculer tes équités et tout ça, et de faire un calcul de V, mais correct, en prenant effectivement en fait le pot et tout, parce qu'effectivement aller vérifier en fait la théorie et voir si on est bon, etc. Ok, ça c'est ok, mais le problème c'est que moi je cherche toujours une méthodologie qu'on peut utiliser en pleine partie. C'est bien beau en fait de se masturber un peu en fait l'esprit, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Par contre moi la seule chose que je vois, et la plupart en fait des joueurs, de mon expérience du moins, c'est que la plupart des joueurs, entre la compréhension des concepts, les connaissances qu'ils ont, etc., et la mise en application, il y a un
panel en fait, enfin il y a une distance qui est hyper élevée quoi, parce qu'en plus il y a tous les biais cognitifs qui viennent en ligne de compte quoi, il y a toutes les corrélations illusoires qu'on peut se faire, il y a le biais de confirmation, il y a les ancrages, etc. Le mélange en plus des informations chez les joueurs amateurs, parce que la réalité c'est qu'un joueur professionnel il va arriver beaucoup plus facilement à se donner 2-3 lignes qui sont cohérentes et qui vont amener en fait à un résultat, puisque l'habitude fait que on sait ce qui marche à peu près dans diverses situations et ce qui ne marche pas. Le souci, c'est que le joueur amateur, lui, va avoir un peu plus de lignes de choix, parce qu'il va avoir des schémas de réflexion qui vont être incohérents par moment. Ou qui manquent de maîtrise justement, tu vois, sur certains concepts. Donc du coup, lui qui a déjà plus de lignes, un petit peu d'orientation, là, tu vas en plus complexifier un petit peu ces lignes. À un moment donné, les mecs, forcément, ils suivent pas, quoi. Ils suivent pas. Et ça crée beaucoup plus de troubles. J'ai l'impression, toute cette méthodologie un peu complexe, que déjà, en fait, je pense que beaucoup de joueurs pros ne maîtrisent pas. Alors les joueurs amateurs, c'est encore pire, quoi. Et la vérité, c'est qu'on a aussi, voilà, tu vois, en termes de compréhension de jeu, et la plupart du public, et tu le vois, en termes de YouTube, etc., c'est souvent un public amateur qui nous suit. Donc le but de donner de la valeur, c'est aussi en fait de donner de la valeur des choses qui sont applicables, et applicables en fait à leur niveau. Parce que c'est mon gros reproche dans le coaching francophone, honnêtement, et de manière générale d'ailleurs, avec tout ce côté GTO, comme tu dis, des normes GTO, etc., c'est les normes qui sont en haut niveau et qu'on a envie en fait de répliquer. On se dit, voilà, vu que ça marche en haut niveau, c'est ce qui permet d'atteindre le haut niveau, et il faut qu'on fasse pareil. Pour moi, c'est une hérésie parce que tout simplement, on n'a juste pas forcément les fondamentaux, les bagages techniques suffisants non plus, peut-être pour arriver à une bonne compréhension des solvers, etc., pour la plupart des joueurs. Ou même mettre la mise en application où on a en fait des progrès à faire en amont. C'est un peu comme un sportif en fait, où tu vas juste faire de la musculation, une connerie comme ça. Quand tu vas faire du muscle, le premier truc que tu fais, c'est tu travailles en fait sur la masse pour en fait grossir un peu ta cage thoracique, machin, etc., tes bras et tout. Tu vas faire de la masse. Tu vas pas commencer en fait à travailler la définition. Ou les bodybuilders en fait travaillent ensuite la définition en fait juste vraiment pour se sculpter, etc. Ça c'est un travail en fait vraiment qui est très spécifique, qui est dur aussi, etc. Et qui demande du temps. Mais le résultat, au final, en fait, il est infime. Et il y a une petite partie de la population, en fait, qui va faire ce travail-là. Et au final, nous, ce qu'on est en train de faire au niveau du GTO au poker, c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, tu prenais en fait le travail d'un bodybuilder, où tu lui fais en plus, tu vois, soulever des barres de 180 kg, machin, etc. Tu le mets en fait à un mec qui vient 2 fois par semaine faire son sport, tu vas pas lui donner la barre en fait de 180 kg parce qu'il n'arrivera pas à la porter, parce qu'il n'a pas en fait le travail nécessaire en fait en amont pour pouvoir porter ce poids-là, il n'a pas la force nécessaire. Et au niveau GTO et au niveau poker, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que on va pas leur faire porter en fait aux joueurs qui jouent, qui n'ont pas en fait forcément les fondamentaux, etc. On va pas leur faire porter des barres de 180 kg. Et pourtant, la plupart des coachs, c'est ce que vous essayez de faire, c'est que vous essayez de reproduire un petit peu vos modes d'entraînement, vos modes en fait d'entraînement GTO, etc. Parce que vous avez du temps pour le faire. Les autres mecs, en fait, ils bossent, ils ont leur boulot, etc. Ils n'ont pas le temps, en fait, de passer 20 heures ou 10 heures, en fait, dans la semaine à se bouffer du GTO. Et en plus, pour prendre des informations qui sont difficilement applicables, parce qu'au niveau de la rétention d'informations, encore, vu que c'est pas imagé, que c'est des chiffres, etc., les chiffres, tu les gardes pas, en fait, dans la tête comme ça. C'est hyper facile, c'est hyper difficile d'imprimer, et je le vois, d'ailleurs, même, en fait, quand je discute avec des potes qui sont plus axés GTO, machin, etc., au final, ils ont vu beaucoup de spots GTO, mais quand tu regardes ce qu'il en reste derrière en termes de matières premières chiffrées, précises, applicables tout de suite et mémorisées, ancrées, il n'y a quasiment plus rien. C'est ça la vérité, c'est que vous passez en fait un temps ouf sur vos solvers, sur les machins et tout. Vous avez en fait un maximum d'informations sur le moment, mais en termes en fait d'ancrage et de rétention d'informations, c'est souvent coquille vide. Donc au final, à quoi bon ? Donc, en fait, voilà, tu vois, en fait, par rapport, moi, ma perception par rapport à ça, elle n'est pas axée encore une fois plus sur le haut niveau. Le haut niveau, en fait, je comprends très bien qu'il faut se défendre, qu'il faut être équilibré, que le truc. Moi-même, en fait, tu vois, je ne joue pas en fait à haut niveau. Mais voilà, c'est en fait très spécifique à que quelques personnes, à mon sens. C'est un entraînement qui doit être défini en fait vraiment pour quelques personnes. Et moi, mon combat aujourd'hui, tu vois, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, encore moins de coachs, je pense, qui se battent contre ça.
Moi, c'est peut-être aussi justement, tu vois, mon parcours de formateur en amont, parce que je suis formateur, tu vois, de métier. Donc effectivement, en termes d'apprentissage et tout, j'ai certainement beaucoup plus de culture de l'apprentissage et je connais certainement mieux les mécanismes de l'apprentissage que le coach qui était juste un joueur de poker, en fait, tu vois, quelque part, et qui veut mettre juste en application ce que lui il fait, et donc il s'adapte pas justement, il se rappelle plus du parcours que lui a eu pour avoir ce niveau de connaissance qui lui permet de maîtriser en fait toutes ces bases GTO. Mais au final, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est complètement contre-productif pour la masse générale du poker. Donc c'est vraiment le message aussi que je veux transmettre ici. Voilà, bah écoute, dis-moi ce que t'en penses. J'espère que j'ai pas raconté trop de conneries en fait, tu vois, sur le truc. Encore une fois de plus, moi là, je viens sur un terrain un peu glissant pour moi puisque c'est des choses avec lesquelles je ne travaille pas. Donc bien évidemment, moi, c'est des outils que je n'utilise pas beaucoup, etc. Donc j'ai juste essayé de faire preuve de bon sens, d'essayer de faire jouer un petit peu ma sensibilité justement sur l'essence du jeu. Mais voilà, peut-être que je dis aussi en fait quelques bêtises, etc. Tu m'en voudras pas, je pense, par rapport à ça. Je viens sur un terrain, enfin sur ton terrain à toi, justement sur le V, mais enfin sur le V, non, le V c'est notre terrain à nous. Donc là-dessus, tu vois, je suis quand même assez sûr de moi, c'est des choses que je fais en fait régulièrement. En tout cas, voilà, je continuerai à te suivre. Personnellement, j'aime bien ta personnalité, ça ne remet pas en cause de ce que je pense de toi. Et bien évidemment, je te laisse aussi la possibilité de prendre des bouts de mes vidéos si tu as envie, parce que là, vu en fait le temps qu'elle a duré, je pense pas que tu voudras reprendre tout ce que j'ai dit. Et puis voilà, si tu as envie d'avoir un droit de réponse et de me rétorquer des choses en fait que j'ai dit comme bêtises, etc., c'est avec grand plaisir. Ça me permettra en fait de revoir effectivement ma copie si j'ai l'impression en fait, enfin que tu me montres en fait effectivement que je me suis trompé. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse, comme on dit. Donc voilà. Pour les gens qui sont intéressés donc, à bosser avec moi également, sinon vous avez la possibilité de me rejoindre à Las Vegas. Je vous suggère d'aller voir ma page Facebook où il y a un post justement sur ce que je propose à Las Vegas du 8 avril au 8 juin 2023 cette année. Il y a encore quelques places. À bientôt, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée et à la prochaine. Ciao.